La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, moratoire, la MRC dit non à Chandeleur. Nous s'est prononcé et on ne va pas se positionner face à la demande de moratoire. Donc, on va laisser aller le cours des choses. Le manque de pharmaciens nuit toujours aux soins dans les hôpitaux. Donc, souvent, c'est le pharmacien qui va mettre rapidement le doigt sur le problème en disant ce qui présente là, le patient, ça peut être ce médicament-là qui fait ça. Donc, tout de suite, d'enrayer le problème à la source. Mise à jour des dossiers avec Madame la ministre Diane Leboutillier. Les entreprises qui allaient être en difficulté, oui, on a des plans qui sont en place. On travaille d'ailleurs directement avec les premiers ministres des provinces et des territoires qui étaient tous à Washington cette semaine. Ville de Grande-Rivière, un site web intuitif pour ses citoyens. Le nouveau site web il a été conçu en bonne partie en tenant compte là, de la politique familiale, la politique MADA. Donc, nos gens, personnes âgées, nous avaient fait certaines remarques sur le site actuel. Hommage aux anciens combattants, l'engagement de la jeunesse. Ah non, ils étaient emballés, puis ils peuvent le dire. En fait, je les ai sondés, puis je les ai sondés il y a 3 ans. Là, évidemment, ces élèves-là sont rendus au poste secondaire ou sur le marché du travail, mais ils étaient emballés par le fait de rencontrer des vraies personnes qui avaient fait les Forces armées canadiennes. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Lors de sa dernière séance publique, la MRC du Rocher-Percé, après des semaines de tergiversation et suivant des consultations auprès d'acteurs intéressés, a finalement opposé une fin de non-recevoir à la demande d'appui de Chandler dans sa démarche auprès de Québec, visant à décréter un moratoire sur les coupes forestières dans les secteurs entourant la rivière Petit-Pabot. Une décision qui déçoit le maire Gilles Darèche, tout comme des citoyens. Ce que vous voyez présentement, ce sont des photos que nous avons reçues sous forme de gracieuseté et qui montrent des coupes forestières sur les plateaux des bassins versants de la rivière Petit-Pabot. Ainsi, vous entendrez tour à tour le préfet Samuel Parisé qui décline la décision de la préfecture avec l'argumentaire conséquent, suivi de 2 citoyens qui réagissent lors de la période des questions, puis du maire que nous avons joint par téléphone. Donc, suivi pour la demande de moratoire des coupes sur la rivière Petit-Pabot. Donc, j'avais promis de faire un petit suivi à cette séance-ci. Donc, au cours du mois de janvier, le Conseil a fait plusieurs rencontres avec des acteurs qui sont concernés par tout ce qui est la coupe forestière. Donc, de l'autre côté, on a rencontré le ministère des Forêts et des Ressources naturelles, le groupement forestier Rocher-Percé, les industriels qui œuvrent dans le domaine de la foresterie également. Donc, sur notre territoire, nous, on a la chance d'avoir une table GIRT. Donc, c'est la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ça, c'est une table qui est vraiment incluse dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Donc, c'est l'article 55 qui oblige d'avoir cette table-là qui est mise en place. Donc, cette table a le but d'assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes qui sont concernés par les activités d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d'harmonisation des usages. Donc, sur cette table-là, il y a beaucoup d'organismes qui y siègent. Par exemple, la MRC, on est présent. Les communautés autochtones le sont aussi. Les conseils de l'eau de la Gaspésie, du sud de la Gaspésie et du nord
de la Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement, le groupement forestier Rocher-Percé, la réserve faunique de Port-Daniel, la Société de gestion de la rivière Grande-Rivière, la ZEC des Anses, le regroupement pour la restauration des Trois-Rivières-Port-Beau. Donc, tous ces gens-là siègent à cette table-là et eux, leur but, c'est de pouvoir participer à l'aménagement des activités forestières sur notre territoire. Donc, eux, ensemble, ils ont fixé 25 enjeux qu'ils doivent prendre en considération pour pouvoir planifier ces travaux-là. Dans ces 25-là, il y a les milieux humides et riverains, la protection des sites fauniques d'intérêt, la qualité du milieu aquatique, la qualité visuelle des paysages et la protection de la biodiversité dans les aires d'intensification de la production ligneuse qu'ils appellent les AIPL. Donc ça, c'est des gens qui sont assis avec le ministère, qui sont là pour voir c'est quoi la meilleure façon de mettre de l'avant la coupe forestière et tout en prenant en considération les enjeux du territoire pour s'assurer qu'on puisse viser la protection de la rivière, des espèces, de la biodiversité, tout ce qui est mis de l'avant dans ces enjeux-là. Je vais directement avec la rivière Petit-Port-Beau. Donc, on nous avait soulevé quelques petits enjeux à ce niveau-là. Le premier, au niveau de la qualité de l'eau de la rivière. Donc, dans le cas de la rivière Assommon, il y a une borne riveraine qui est exigée de 60 mètres afin d'assurer la qualité de l'habitat aquatique. Donc, il y a un 60 mètres qui est obligatoire de chaque côté de la rivière qui ne peut pas être coupé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impact dans la rivière. En ce qui concerne la rivière Petit-Port-Beau, elle est chanceuse. En prenant en compte toutes les contraintes naturelles qu'il y a autour d'elle, c'est une protection moyenne de 420 mètres qu'il y a autour de cette rivière-là. Donc, si on prend en compte les côtes, si on prend en compte toutes les zones où il ne peut pas avoir de coupe, donc une belle protection qui est faite autour d'elle. Si on va avec la caractérisation du territoire, donc on nous a parlé souvent de biodiversité, on nous a parlé aussi de forêts exceptionnelles, des choses comme ça. Donc depuis 1996, le ministère est présent et fait des inventaires sur tout le territoire québécois. Donc il y a un processus qui est mis en place, il y a des gens qui ont fait des observations, s'il y a des signalements qui peuvent être faits, le ministère les prend très au sérieux et envoie des gens sur le territoire pour faire l'analyse de tout ça. Donc, en Gaspésie, on a la chance que nos industriels et notre ministère est formé de leur côté pour identifier et signaler toutes les espèces précaires ou écosystèmes forestiers qui sont exceptionnels. Donc, s'ils vont faire une coupe, par exemple, puis ils voient qu'il y a quelque chose qui peut avoir un certain impact sur une espèce, ils sont formés pour pouvoir le signaler. En fonction de ces rencontres-là aussi, on a mis de l'avant, nous, ce qu'on doit observer, c'est quelles sont les retombées au niveau environnemental, au niveau économique et au niveau social aussi. Donc, au niveau socio-économique, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait 56 emplois qui étaient liés directement dans la MRC, eux du Rocher-Percé, dont 31% sont à Percé, 20% sont à Chandler, 20% à Port-Daniel-Gascon, 10% à Grande-Rivière et 5% à Sainte-Thérèse. Donc, c'est des emplois qui touchent l'ensemble de notre MRC, qui touchent toutes les communautés de notre MRC également. Donc, au cours des 5 dernières années, si on inclut tous les types d'activités forestières, c'est près de 17 millions de retombées économiques pour les commerçants de notre région, si on inclut également l'entretien de la voirie forestière. Donc, lorsque je parle de retombées économiques, c'est vraiment au niveau des plusieurs entreprises. Donc, on parle d'entreprises de soudure, d'essence, de transport, d'hébergement, de restauration, d'épicerie. Donc, des entreprises qui sont diverses, qui ont des retombées vraiment directes ou indirectes avec cette activité-là. Et sinon, au niveau de la voirie forestière,
Donc, c'est un entretien annuel de 2 chemins quand même très empruntés par nos chasseurs, par nos pêcheurs, par les gens qui pratiquent la villégiature. Donc, c'est 140 000 $ par année qui sont investis par les industriels. On parle du chemin de Pèlerin et du chemin du CAC 143 aussi. Donc, ça nous permet d'avoir accès à notre territoire. Donc, s'il n'y avait pas ces travaux de foresterie-là qui sont planifiés, qui sont étudiés, qui sont analysés par la table GERT que je vous ai parlé tout à l'heure avec tous les acteurs du milieu qui y siègent, ben, on n'aurait pas accès à ces chemins-là de si belle qualité. Donc, en fonction de tout ça, donc nous, le conseil s'est prononcé et on ne va pas se positionner face à la demande de moratoire. Donc, on va laisser aller le cours des choses. Et il faut juste prendre en compte aussi qu'il y a d'autres études qui sont en cours actuellement. Donc, le plan climat, il y a aussi les aires protégées qui sont en cours d'analyse. Donc, c'est la situation qu'on a actuellement vis-à-vis ce suivi-là. La décision qui nous apparaît en tout cas qui n'est pas la décision qu'on souhaitait, c'est déjà mieux qu'un report ou pas de décision. Dans un premier temps, je voudrais, beaucoup de ce que vous avez dit me rappeler l'histoire qu'on a vécue dans les 4 dernières années avec tout le projet la ZEC des Anses. Toute l'histoire de la TGERT, alors c'est comme... des fois, je me dis, si on avait réussi dans les 4 dernières années à faire mieux équipe avec la MRC dans un travail commun, bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été différent. Mais on ne peut pas changer le passé. Je ne me suis pas identifiée... je viens quasiment à chaque réunion, Suzanne Bourgette, Chandler, et membre de Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé. Ce qui me désole, je vous ai entendu dire que vous avez fait... D'abord, vous avez fait vos devoirs, vous êtes réunis, et pour ça, je vous remercie, OK? Vous avez fait une rencontre, il y avait les gens du regroupement forestier, il y avait des forestières, des gens du ministère, mais il y a quelque chose que je trouve typique à la façon de fonctionner dans Rocher-Percé, c'est qu'on travaille en silo. Quelle belle occasion ça aurait été, Monsieur le préfet et Messieurs les maires, de faire venir aussi la contrepartie, ceux qui ont à cœur la MRC, mais qui s'inquiètent beaucoup pour l'environnement. On parle du Conseil de l'eau, on parle du Conseil régional de l'environnement, Solidarité Gaspésie, ou d'autres citoyens qui ne sont pas dans Solidarité, mais qui ont des connaissances terrain. S'asseoir ensemble et de réagir les uns aux arguments des autres, dans une convivialité puis une intelligence collective. Je peux juste permettre une petite intervention, juste pour que, oui. Si vous partez, ça va... Oui, allez-y. Mais depuis 3-4 séances que vous venez ici, ça fait 3-4 séances que je vous mentionne de me téléphoner, de m'appeler, de venir me voir, de s'asseoir, d'organiser une rencontre, et jamais eu de vos nouvelles. Justement, on va en faire 2 points en même temps. Monsieur le préfet, vous êtes ouvert. Quand vous dites que votre porte et votre téléphone, c'est vrai. Oui. Au tout début de votre mandat, Isabelle Garcia et moi, on vous a rencontrés pour vous parler. Au tout début, votre porte est ouverte. La porte de monsieur Gino Cyr est ouverte aussi. Un jour, je l'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous la même journée. Le maire de Chandler, tout le monde est accessible. Le défi, c'est pas de se parler de 1 à 1, c'est de se réunir, de parler au maire en même temps. Ici, c'est pas l'endroit idéal, c'est le seul endroit. Et je vous jure qu'on a, dans les 4 dernières années, à maintes reprises, demandé à la direction de la MRC de rencontrer les maires. On voulait avoir un moment à votre plénière pour... Il y a un défi là. Et tous les défis qui nous aident... Vous parliez tantôt de la situation politique mondiale avec les Américains. Bien, ça s'ajoute au reste, mais le trouble était déjà là. On a un défi de s'asseoir et de travailler ensemble, que les élus ne soient pas dérangés par l'implication citoyenne, que les citoyens fassent leur effort de venir pour qu'on mette notre talent en commun. Dans tout ce que vous avez dit, il y a dans des éléments là, de votre décision, il y a plein de bonnes choses. On en convient nous-mêmes. Il manque d'autres aspects cruciaux. On est en 2025. Ça fait 25 ans que la Gaspésie est fermée. On était dans une ville mono-industrielle.
puis on existe encore, puis on est fiers, puis on est debout. Et on veut rêver puis penser notre MRC, mais on veut le faire avec vous. Et il y a plein de considérants qui manquent à votre analyse. Je vous le dis bien humblement, mais j'apprécie l'exercice que vous avez fait. Je vous demande de trouver un lieu, un moment, pour que les citoyens puissent s'asseoir avec vous, les maires, ensemble, penser l'utilisation du territoire pour les prochaines années. Puis comment le faire. Et économie et environnement, ça se conjugue. C'est pas une question de dire on sauve un puis on perd des emplois. Le récréo-touristique, c'est porteur d'avenir, c'est porteur économiquement. Madame Bourget, ma question, parce que, excusez, je suis obligée d'avoir une question. M'avez-vous entendu? Oui, je vais prendre en compte avec vous, moi, de mon côté. Mais avec moi tout seul, ça ne donnera rien. Je vous donne un petit devoir. Parfait. Allez-y, j'aime ça les devoirs. J'ai pas grand-chose à faire, je suis retraitée. Parfait. Je vous demande de m'envoyer un courriel, de m'appeler, de me dire à quel moment vous serez disponible, qui pourrait être disponible aussi, et je m'engage à organiser une rencontre avec mes collègues pour faire cette rencontre-là, tout le monde ensemble. Parce que moi, ça fait plusieurs années, je vous dis, ma porte est ouverte et j'attends cette demande-là. Je mets la balle dans votre camp. Dites-moi les dates qui sont disponibles et qui pourraient être là. Et on va organiser cette rencontre-là. C'est un devoir très facile. Votre intervention concernant le moratoire sur la Petit Pavot me chicote un petit peu. Oui, vous avez fait du beau travail de recherche et tout. Et puis, mais je vous écoutais, puis c'était pareil comme si les 50 emplois de l'Ansa-Beaufils étaient remis en question en rapport avec le petit moratoire de que la ville de Chandler demande. Regardez, les scieries environnantes vont fermer, puis ces gens-là vont avoir de l'ouvrage pour 10 ans. Parce qu'il y en a du travail à faire dans la forêt. Puis, c'est pas le petit moratoire de la ville de Chandler qui met en question ces emplois-là. Moi, j'ai comme essayé de penser, mon Dieu, qu'est-ce que la ville de Chandler fait là? Tu sais? Il me reste qui mettent vraiment en péril 50 emplois. Mais il ne faudra pas que la population pense ça. Parce que c'est pas grand ce que la ville demande, ce que la ville de Chandler. Ce que la ville de Chandler demande surtout, c'est repousser aussi la coupe pour permettre de caractériser. Parce que moi, je siège sur la TGA. Écoutez, la ZEC des Anses, j'ai été à plusieurs réunions et tout. C'est pas facile là, sur la table de gestion intégrée. Puis quand on parle d'harmonisation, c'est un mot qui se dit bien vis-à-vis le ministère du secteur forêt. Mais la ZEC des Anses, là, elle n'était pas caractérisée du tout. Il n'y avait aucune espèce à statut précaire de prouver avant qu'ils décident d'aller couper la forêt sur la ZEC des Anses. C'est nous qui avons trouvé les espèces à statut précaire. Et les écosystèmes forestiers exceptionnels, mais c'est à cause de nous autres qui sont venus au Québec pour venir caractériser. Donc, l'idée du moratoire, M. Parisé, c'est tout simplement donner une chance de caractériser, OK, avant que tout soit parti, même si, comme vous dites, c'est vrai, la rivière Petit Pavot a une protection, sa configuration est faite qu'elle protège ses abords, mais il y a tout de même des milieux humides sur le dessus. Et c'est ça que la ville de Chandler, vraiment, aimerait voir et pas attendre que la débusqueuse est à 100 pieds pour dire « Hey, wow, il y a quelque chose là ». C'est pas ça. Il faudrait caractériser avant et donner une chance à ce petit bout de terrain-là parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que j'aurais dit. Bien, écoutez, c'est un peu décevant. Nous, au départ, je pense qu'il y a eu un manque de compréhension, je pense, dans ce dossier-là. Nous, ce qu'on voulait, là, on parle beaucoup de retombées économiques, on parle d'emploi. Nous, on ne voulait pas arrêter les gens de travailler. La forêt est grande. On ne veut pas qu'ils bûchent le long de la rivière. Point final. D'un côté, on nous dit que les rivières à saumon, ça amène beaucoup d'argent ici. Puis il faut la protéger. De l'autre côté, on nous dit laissez-les bûcher sur le long de la rivière. Mais là, à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, je pense qu'il y a eu de l'incompréhension là-dedans. On veut que les gens travaillent, mais ce n'est pas nécessairement bûcher le long de la rivière. C'est simple. Il me semble que c'est facile à comprendre. Vous
recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. La pénurie de pharmaciens dans les établissements de santé, particulièrement en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, compromet l'accès aux soins et l'usage optimal des médicaments. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à agir malgré une entente échue depuis 2 ans? Julie Racicot, présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, nous explique les impacts concrets de cette crise sur les patients et le réseau de santé. En fait, la mission de l'association comporte vraiment 2 volets. Le premier volet, c'est vraiment assurer en fait la protection des intérêts financiers, professionnels également des membres, là, donc des pharmaciens, donc un volet plus syndical, mais également on a vraiment un volet où on veut assurer le développement professionnel, l'avancée de la pratique de la pharmacie dans les établissements de santé, donc un volet aussi de développement professionnel en s'appuyant sur l'expertise de nos membres qui est très fort. Quels sont les impacts concrets sur les soins aux patients quand on parle qu'il y a un manque justement de pharmaciens? En fait, la pratique de la pharmacie est en 2 volets dans les établissements de santé. Il y a les pharmaciens qui sont dans la pharmacie centrale qui vérifient toutes les prescriptions. Donc ça, c'est vraiment le minimum à avoir dans tous les hôpitaux pour fonctionner, pour être capable d'administrer les médicaments aux patients. Ça prend un pharmacien qui vérifie toutes les ordonnances de l'hôpital et qui ensuite supervise la production, la distribution, jusqu'à l'administration du médicament. Donc, tout le circuit du médicament dans l'hôpital, incluant les injectables, la chimiothérapie. Donc, tout ça est sous la responsabilité du pharmacien. Mais il y a aussi des pharmaciens qu'on retrouve directement sur les unités de soins, dans les secteurs cliniques, à l'urgence, auprès de patients dialysés, auprès de patients qui reçoivent de la chimiothérapie. Et c'est là où il y a des pénuries encore plus grandes présentement dans les hôpitaux. Donc, les patients ne bénéficient pas des soins d'un pharmacien lorsqu'ils se présentent à l'urgence, lorsqu'ils viennent pour un traitement de dialyse, par exemple. Je pourrais vous expliquer ce que ça fait. Un pharmacien à l'urgence, la différence de ne pas en avoir. D'avoir un pharmacien à l'urgence, ça peut réduire les temps d'attente à l'urgence. Ça peut accélérer les diagnostics, éviter des hospitalisations. Donc, entre autres, beaucoup de patients, surtout les personnes âgées, se présentent à l'urgence à cause de problèmes en lien avec les médicaments. Donc, souvent, c'est le pharmacien qui va mettre rapidement le doigt sur le problème en disant ce qui présente là, le patient, ça peut être ce médicament-là qui fait ça. Donc, tout de suite, d'enrayer le problème à la source. Et une fois même que le médecin a fait son diagnostic, le pharmacien peut prescrire des médicaments, assurer le suivi, de la thérapie, donc vraiment de permettre un meilleur roulement, un meilleur accès aux soins. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y a un risque pour la santé lié à cette pénurie? Oui, certainement. Les soins vont d'une qualité. La qualité des soins, la sécurité des soins est grandement améliorée en présence d'un pharmacien, mais on parle aussi beaucoup d'accès aux soins, de rendre les trajectoires plus fluides, réduire les temps d'attente dans les urgences. Mais les pharmaciens dans les hôpitaux peuvent aussi contribuer à ça grandement. Alors maintenant, je m'en vais plus dans des questions plus en lien avec les négociations justement et le gouvernement. Je sais que c'est depuis 2 ans, il y a l'entente de travail des pharmaciens des établissements de santé qui est échue. Question qui est quand même assez simple, pourquoi est-ce que le gouvernement tarderait-il tant à faire d'autres négociations? C'est une très bonne question, là. Donc, depuis 2 ans, nous sommes avec une entente de travail qui est échue, les négociations qui n'avaient pas encore commencé. Par contre, peut-être suite à nos démarches, nos multiples démarches qu'on a pu faire auprès du gouvernement, récemment, le ministère de la Santé nous a dit là, qu'il y aurait un dépôt du mandat pour débuter les négociations de leur côté. Donc, nous sommes dans l'attente de ça là, activement, parce qu'il faut s'attarder aux problématiques. Là. Donc, là, il n'y a rien qui se passe en ce moment. C'est comme si le bateau partait un peu à la dérive et on s'en occupait pas. Donc, on doit s'attarder aux problèmes. Puis, dans nos négociations, en fait, dans ce qu'on demande au ministère, c'est même des solutions qu'on propose, qu'on souhaite qu'elles soient mises en place pour régler ou aider aux problèmes de pénurie actuels. Donc, il faut s'en occuper. La situation est criante.
On peut parler d'entente entre les établissements, donc les établissements un peu mieux nantis puissent être en support aux autres établissements, des postes réseau. Donc, on a une foule de propositions à apporter pour attirer vers l'hôpital, mais aussi aider à la pénurie. Puis justement, avec la PES qui a du recul sur les pharmaciens en général au Québec, pardon, est-ce qu'on sait d'où vient, pourquoi est-ce qu'on est en mode pénurie aujourd'hui? Je sais qu'on parle beaucoup en général de la situation qu'il y a de pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, mais quand même en lien juste avec les pharmaciens, est-ce que où est-ce qu'on pourrait s'attaquer pour peut-être pouvoir régler cette problématique-là? Bien, c'est une pénurie qui perdure là, depuis 20 ans. Dans les dernières années, la situation ne va pas en s'améliorant. Au contraire, les besoins de la population augmentent. Les médicaments sont de plus en plus complexes. La population vieillit, donc on a besoin plus que jamais de pharmaciens. Donc, on n'arrive vraiment pas à combler présentement les besoins. Donc, globalement, au Québec, il manque de pharmaciens. Il faut former plus de pharmaciens, mais il faut aussi les intéresser vers la maîtrise. Parce qu'on demande aux pharmaciens, les pharmaciens doivent faire une maîtrise en pharmacothérapie avancée à la sortie de leurs études. Donc, après un doctorat professionnel pour être pharmacien, c'est presque 2 ans de plus à la maîtrise pour travailler en établissement de santé. Donc, il faut attirer aussi les pharmaciens vers cette pratique-là en établissement de santé qui est hautement valorisante, là. Et la particularité en pharmacie d'établissement, c'est que en fait, on peut dire un peu en compétition au niveau salarial avec le réseau privé. Donc, la majorité des pharmaciens vont travailler dans des pharmacies privées, des pharmacies de quartier comme on connaît. Un mec, 20% de pharmaciens vont vraiment se diriger vers une pratique en établissement de santé. Et bien, le milieu privé est plus réactif au marché, manque de pharmaciens, donc on peut augmenter les salaires plus rapidement. Et là, le réseau public ne suit plus. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on a de la difficulté à attirer les pharmaciens vers la pratique en établissement de santé. Donc, il faut assurément miser sur l'attraction des pharmaciens vers le réseau, avoir des conditions de travail qui soient attractives, favorables également. Il faut aussi voir à retenir les pharmaciens dans le réseau également, même situation un peu. Puis, il y a d'autres solutions comme que les pharmaciens résidents, pendant qu'ils font leur maîtrise, soient déjà des employés du réseau, comme c'est le cas des médecins résidents. Je vous parlais tantôt d'entente entre établissements pour se supporter au niveau provincial pour les hôpitaux qui sont davantage en pénurie, plutôt que de faire appel à de la main-d'œuvre indépendante de façon non structurée ou basée sur du volontariat. Demander aux facultés de pharmacie d'offrir le programme de maîtrise à distance, donc la rendre plus accessible pour des pharmaciens déjà à l'emploi qui souhaiteraient faire la maîtrise. Donc, il y a une portion qui puisse se faire à distance. Donc, c'est des exemples de solutions là, qu'on apporte. Est-ce que, pour revenir un peu à cette entente de travail et le lier à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il peut y avoir un effet concret si une entente était renouvelée aussi, ça pourrait accélérer ou aider aussi, supporter le retour de pharmaciens en établissement de santé? Mais effectivement, parce que présentement, on ne s'attarde pas aux conditions de travail, au salaire des pharmaciens, donc on continue d'avoir un recul important. Autour de 30% là, en début de carrière, le salaire est à peu près 30% inférieur en établissement de santé par rapport au réseau privé, et il faut étudier davantage finalement. Donc, pendant qu'on n'a pas d'entente, on ne travaille pas sur les conditions de travail, les salaires, et ni sur les solutions à la pénurie. Donc là, on a une pénurie qui sévit. Avec Santé Québec, ça devient de plus en plus compliqué. La main-d'œuvre indépendante, on fait tous partie d'un même réseau. Donc, il faut s'organiser, se structurer. Fait que pendant qu'on ne débute pas ces négociations-là, ben tout ça, en ce moment, là, on n'en discute pas, puis on n'adresse pas les problématiques. Et j'imagine qu'il y a des conséquences là déjà qui sont déjà en place, mais qui pourraient encore avoir plus à moyen et long terme si aucune mesure n'est prise rapidement. Non, tout à fait. Là, la situation d'une année à l'autre ne va pas en s'améliorant, au contraire. Donc, des départs à la retraite qu'on a de la difficulté à combler, des postes vacants, des unités de soins complètement découvertes de pharmaciens. Donc, ça urge de s'en occuper. D'accord. Et là, pour une question peut-être de timing ou de temps, quelle serait l'action concrète que le gouvernement devrait prendre pour entamer un réel changement? Dans le fond, je comprends qu'il faut faire cette entente de travail, mais on va dire qu'est-ce qui pourrait être fait là prochainement? Est-ce que vous savez déjà, vous êtes déjà en contact avec les gens au gouvernement pour savoir s'il y a quelque chose qui va se faire bientôt? Oui, en fait, il y a d'autres volets également qu'il faut adresser, là. Donc, ce manque-là de pharmaciens est vraiment multifactoriel. Donc, il y a plusieurs modalités qui doivent être dans l'entente de travail. Donc, ça, il faut s'asseoir, il faut discuter de tout ça.
Ça fait longtemps qu'on demande au ministère de faire une campagne de promotion de la pharmacie en établissement de santé. Donc, c'est l'employeur, le gouvernement, donc c'est beaucoup à lui de faire une campagne, comme on a vu pour les infirmières, les préposés, donc de faire connaître cette pratique-là, d'intéresser vers la pratique de la pharmacie en établissement de santé et assurément d'investir davantage dans les technologies. Les supports technologiques aux pharmaciens. Vous savez, tout le circuit du médicament à l'hôpital comporte plus de 100 étapes. Donc, c'est très, très gros à gérer dans les hôpitaux. On parle des hôpitaux qui traitent jusqu'à 2500 prescriptions et plus par jour. Donc, c'est des très gros débits. Alors, il faut s'appuyer sur des technologies, de la robotisation en appui au travail du pharmacien. Et ça, encore là, on accuse un recul, un retard. Donc, il faut investir également à ce niveau-là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Bonjour Diane, comment allez-vous? Bonjour Marc, ça va très bien. Très contente qu'on puisse se parler ce matin puis de parler aux gens des TVCGR. Oui, c'est ça, on était dû un peu pour une mise à jour des dossiers là depuis le temps qu'on s'est pas revu. On pourrait peut-être commencer par ce gros dossier qui parle un peu au niveau de l'international, mais qui a forcément un impact, je pense, au niveau local, vu on parle des taxes qui vont être imposées ou qui sont imposées par les États-Unis. Je sais que la Gaspésie quand même exporte énormément de produits, dont les produits de la mer. Alors, je ne sais pas si vous voudriez un petit peu nous en parler. Puis comment est-ce que, je ne sais pas de quelle façon on pourrait minimiser cet impact-là, ou quelles seraient les actions à porter sur le terrain concrètement? Effectivement, c'est un enjeu c'est l'enjeu du jour. C'est un enjeu qui est vraiment important puis qui a des répercussions sur l'ensemble du Canada, dont la Gaspésie. Je peux te dire, Marc, au niveau canadien, on a notre équipe là, du Conseil des ministres qui travaille vraiment de relations qui ont des contacts avec les États-Unis pour justement leur dire, écoutez, vous voulez mettre des taxes sur des produits canadiens, mais ça va aussi avoir un impact au niveau des consommateurs américains. Et l'inquiétude, on l'a vu dans le secteur des pêches. Je peux te dire que dans le comté, dès l'automne, on a vu nos transformateurs dans les fruits de mer transporter leurs produits, vider leurs congélateurs et transporter les produits vers les États-Unis parce que effectivement, eux craignaient la taxe. Et actuellement, cette inquiétude, on la retrouve aussi du côté du secteur des pêches, au niveau de la capture, au niveau de nos pêcheurs. Et j'ai eu des rencontres là dernièrement. Je suis allée à Terre-Neuve, à Ottawa la semaine passée. Je rencontrais les pêcheurs, tous les pêcheurs indépendants, dont les associations de pêcheurs de chez nous en Gaspésie, mais de la côte est, de la côte ouest, qui avaient cette inquiétude-là de ce qui allait se passer dans le secteur des pêches. Je veux dire aussi, puis je veux vraiment prendre le temps de rassurer les gens parce que le gouvernement, on a dit qu'on serait là pour aider les entreprises qui allaient être en difficulté. Oui, on a des plans qui sont en place. On travaille d'ailleurs directement avec les premiers ministres des provinces et des territoires qui étaient tous à Washington cette semaine. Et moi, j'ai eu un travail aussi dans le comté avec la table des préfets que j'ai rencontré il y a 2 semaines passées pour justement les mettre au courant là, de ce qui se passait, puis leur transmettre de l'information. Parce qu'on le sait au niveau des préfets, au niveau des maires, c'est le palier de gouvernement qui est le plus près du citoyen. Et quand les citoyens sont inquiets, ben souvent ils vont se retourner vers leur maire. Et c'était important d'avoir ces réseaux de communication-là. Puis d'ailleurs, je vous annonce aussi, il y a une primeur à TVCGR.
on a une rencontre de prévue avec le ministre François-Philippe Champagne qui va être à Matane en début de la semaine prochaine. Donc, moi, lundi, mardi, je suis à Matane pour rencontrer justement les chambres de commerce du comté parce que la prochaine campagne, les limites du comté ont changé. Donc, Matane se retrouve maintenant dans le comté de Gaspésie, les îles, les Stigwish. Et à la fin février, on va aussi avoir une rencontre avec les préfets, avec le ministre Duclos, qui va se passer à Gaspé, le ministre Duclos, qui est le lieutenant du Québec au niveau du gouvernement fédéral. Donc, on met tout en place pour pouvoir transmettre l'information, puis comme on dit, s'assurer aussi dans nos plans qu'on va être en mesure de pouvoir supporter, aider les populations. Puis ça concerne aussi les différents ministères. Si on a des travailleurs d'usine qui éventuellement sont inquiets, on a aussi le ministre du Travail qui s'occupe du dossier de l'assurance emploi qui est interpellé. Donc, tous les collègues autour de la table sont interpellés avec ce qui se passe actuellement avec les États-Unis. Notre objectif premier, c'est qu'il n'y ait pas de taxes et de tarifs parce que nos économies sont tellement mariées ensemble. Je vous dirais, il y a plus là, de 900 000 travailleurs américains qui dépendent de notre économie. Donc, ça va créer des impacts pour les populations des deux côtés. Puis ça reste toujours que c'est le consommateur qui, lui, se trouve à être pénalisé. Donc, c'est pour ça que notre plan premier, c'est de parler à nos partenaires américains, de les sensibiliser sur l'impact que ça va avoir sur le panier d'épicerie là, des consommateurs. Mais on est là, on travaille ensemble, on a des relations aussi, on a des ententes à l'international pour travailler à la diversification des marchés. On a nos organismes aussi de chez nous. Si on regarde Jim Export, qui a reçu du financement dernièrement pour justement travailler à peut-être diversifier nos marchés pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et le Canada fait aussi partie d'un des marchés, et ça, on l'oublie souvent. Comme je me plais à le dire, puis je le dis aux collègues que je rencontre, c'est plus facile d'envoyer un homard en Chine que d'envoyer du homard à Toronto. Donc, comment on peut aussi utiliser là, puis faciliter le commerce interprovincial et sur ce, tous les premiers ministres des provinces et des territoires sont aussi impliqués. Oui, parce que je faisais il y a pas longtemps une entrevue avec la directrice de la Chambre de commerce qui expliquait que peut-être que c'était ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être une opportunité de changer de paradigme un peu et de dire peut-être que est-ce que pour le secteur de la pêche, c'est possible que les consommateurs principaux soient canadiens et pas forcément américains? Est-ce que c'est possible de réviser ça? Oui, c'est possible. C'est très possible de réviser ça, puis de mettre en place aussi, de travailler à mettre en place des infrastructures qui vont faire en sorte de faciliter le commerce interprovincial. Je dois dire aussi que ça fait au moins une vingtaine d'années. À chaque fois qu'on a eu des crises économiques dans le milieu, on l'a vécu en Gaspésie avec les crises forestières, la crise du poisson de fond, les fermetures au niveau des mines. Mais on dirait que lorsque la crise se résorbe et lorsque ça devient un peu plus calme, ben là, on reprend nos vieilles habitudes. Mais là, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus parce que le marché canadien, c'est un marché. Les gens apprécient nos fruits de mer de la Colombie-Britannique en passant là par les prairies, l'Ontario. Donc, on peut faire bénéficier nos commerces de nos produits. Puis là, je parle de fruits de mer, mais il n'y a pas seulement des fruits de mer. On va parler aussi tout ce qui concerne le forestier, tout ce qui concerne, on a entendu beaucoup parler au niveau de l'alcool, des entreprises de bière et de gin. On sait qu'on en a en Gaspésie qui voudraient pouvoir exporter à l'intérieur du Canada. Donc, je pense qu'il y a cette ouverture-là actuellement à travailler ensemble avec les gouvernements provinciaux pour justement faire tomber les barrières
et permettre là, le commerce à l'intérieur du Canada. Puis aussi, on a des ententes de signer avec le Mexique, c'est un partenaire, l'Europe est un partenaire, la Grande-Bretagne est un partenaire, les pays asiatiques aussi sont des partenaires. Donc, on a des ententes qui sont signées et qui sont prêtes à être développées, là. On n'a pas besoin de négocier ces ententes, on les a déjà. Mais il faut en profiter, puis c'est clair que c'était beaucoup plus facile. Les États-Unis sont notre voisin, ils sont à côté, donc mais je pense que il y a une opportunité d'ouvrir justement les marchés puis de pouvoir faire croître notre économie. Justement, parlant de développement, là, vous me parliez tout à l'heure, vous avez octroyé des nouveaux permis de pêche exploratoire. Alors, c'est pour booster un petit peu au niveau de l'économie de la pêche? Ben écoutez, oui, on entendait parler depuis plusieurs années que le homard montait un peu plus vers le nord et dans des endroits où on ne trouvait pas d'eau mort, ben actuellement, des fois, on avait des tempêtes. Puis moi, là, ce qu'on me disait, c'est que, écoute, Diane, l'eau mort roule ses plages. Là. Ça fait que le printemps passé, j'ai alloué des permis exploratoires sur la côte nord. Et je m'étais engagée comme ministre des Pêches à regarder aussi du côté nord de la Gaspésie. Quand je parle du côté nord de la Gaspésie, c'est de Gaspé jusqu'à Rivière-du-Loup. Et quand on parle de permis exploratoires, ça nous permet d'aller chercher des données scientifiques. Fait qu'on passe par des permis exploratoires avant d'aller vers des permis commerciaux. Et ça nous permet de voir aussi, comme on a vu sur la Côte-Nord, il y a des secteurs où, dans les permis exploratoires qui ont été alloués, où on capturait 1400 livres d'homard par jour, et il y a d'autres secteurs où il y avait pas, le pêcheur rentrait pas dans ses frais. Ça fait que ça nous permet, là, comme je disais, d'aller chercher des données scientifiques, puis de se poser des questions, le pourquoi que dans tel secteur, il y en a plus que dans d'autres secteurs. Donc, je l'ai annoncé à l'automne qu'il allait avoir la même démarche allait se faire du côté nord de la Gaspésie. Et on a mis moi, ça a été de mettre les grandes lignes en place pour savoir qui pouvait avoir accès au permis. Et par la suite, j'ai laissé les fonctionnaires de pêche et océan faire le travail. Il y a eu des consultations dans le milieu, les associations, le regroupement des pêcheurs du côté sud de la Gaspésie ont été consultés, des gens qui étaient des pêches en difficulté du côté nord de la Gaspésie aussi ont été consultés. Et on a eu au début janvier, décembre, au mois de décembre, les gens ont pu appliquer sur ceux qui étaient intéressés à pouvoir faire des pêches exploratoires. Je dois te dire que ça a vraiment été un franc succès. On a eu plus de 200 demandes de pêcheurs qui étaient intéressés. Mais malheureusement, puis ça, je le comprends, on allouait 60 permis. Donc, oui, est-ce qu'on a des gens qui sont déçus? Ben oui, on a des gens qui sont déçus, mais l'objectif des pêches exploratoires, là, c'est pas non plus de faire de la surpêche. Donc, moi, c'est vraiment d'aller chercher des données, de protéger aussi la ressource pour que la ressource demeure aussi là en santé là. De ces 60 permis-là, on en a, je te dirais, on en a 31 qui vont qui vont pouvoir, les gens vont pouvoir débuter la pêche en 2025. Et pourquoi on le fait plus tôt? Parce que c'était pour permettre aussi aux gens de se préparer pour la prochaine saison de pêche. Parce que quand je suis allée sur la Côte-Nord, j'avais annoncé les permis comme vers le mois d'avril. Ça donne peu de temps là, aux gens pour s'organiser. Fait que là, ben, ça permet là, de former des équipages, ça permet d'aller chercher des hommes de pont. Et de ces permis-là aussi, la moitié des permis vont aller vers les communautés autochtones. Donc, 50% des permis aux communautés alloctones, les communautés les Blancs, et 50%
50% qui va vers les communautés autochtones. Et je me garde aussi un permis spécial, particulier pour la Haute-Gaspésie. On est en train de faire des vérifications actuellement. C'est au niveau là, de cette vision-là que j'ai là, comme ministre des Pêches. Donc, on travaille ça aussi et avec les communautés autochtones, allochtones et le ministère des Pêches pour justement avoir là, quelque chose de spécial là, que j'aimerais bien éventuellement là, pouvoir annoncer. L'objectif aussi, c'est de développer de l'économie. C'est, comme je le disais, s'il y a du homard, on ne va pas le regarder passer et ne pas développer une économie là auprès, puis en faire profiter là, notre milieu, là, autant les entreprises de transformation que les gens là, au niveau de la capture. Ben, il nous reste un petit peu de temps. Si vous voulez bien nous parler un petit peu de la rencontre de la table des préfets, où vous avez justement assisté et un peu nous partager un petit peu les grands dossiers que vous avez partagés. Oui, la rencontre de la table des préfets, comme je le disais, s'est fait la semaine dernière à Gaspé. C'était là de voir les préoccupations, comme j'en parlais un peu au début. Les préfets voulaient être informés là, de la relation Canada-États-Unis, mais aussi ce qui a été discuté avec les préfets, c'est que on a des dossiers actuellement au niveau de la Gaspésie, au niveau des d'organisations, autant du côté des organisations des communautés anglophones que des communautés francophones, où des dossiers qui doivent se travailler aussi avec le gouvernement du Québec et qui demandent l'approbation du gouvernement du Québec concernant la loi la fameuse loi M30. Et si Québec n'autorise pas, c'est difficile, on ne peut pas passer par-dessus Québec. Et moi, j'ai des argents actuellement qui, euh, qui, qui ont été annoncés à des organisations et on ne parle pas de petits montants d'argent, là, on parle de millions de dollars qui pourraient être investis dans le comté Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Mais comme on n'a pas les autorisations du gouvernement au niveau du Québec, ben ça pénalise le milieu, puis ça pénalise les communautés, puis ça faisait partie des discussions avec les maires, avec les préfets, parce que souvent ce qu'on va entendre parler, le provincial va dire c'est la faute du fédéral, puis et les maires se retrouvent coincés là entre les deux paliers du gouvernement, puis aussi ces organisations-là, puis ces bénévoles des bénévoles qui ont travaillé tellement fort pour mettre en place des projets. Puis on parle des fois là, sur plusieurs années. Là, j'ai vu là, des conseils d'administration là, sur des périodes de 5 à 10 ans s'impliquer là, dans leur milieu. Et parce on n'autorise pas avec M30 c'est de pouvoir faire ces, ces investissements-là dans le milieu, ça devient décourageant. Puis, comme je disais au préfet, écoutez, c'est aussi toutes les entreprises dans le milieu, les quincailliers qui vendent du bois, puis qui vendent des produits, puis les gens qui travaillent sur la construction, puis les électriciens, les plombiers, qui eux aussi sont pénalisés de ne pas pouvoir travailler à mettre en œuvre euh, ces, euh, ces projets-là autour de la Gaspésie. Donc, ça aussi, ça fait partie des discussions, puis de dire hier encore, je rencontrais le préfet de la MRC de Bonaventure avec les maires et on parlait là d'un projet qui justement hier la MRC, il y avait une rencontre de la MRC et eux ont décidé d'appuyer. Donc, on voit là l'importance de pouvoir transmettre l'information, puis de faire en sorte que l'argent atterrisse dans nos régions, parce que ça fait partie, comme je disais, d'un travail qui est important de la part des conseils d'administration, de la part des municipalités et aussi
de la part de la députée là qui travaille fort pour son milieu. Donc, on veut que ces argents-là atterrissent dans le milieu. C'est important, autant au niveau du logement, mais des infrastructures aussi qu'on peut mettre en place pour aider la population à recevoir là, puis à recevoir des meilleurs services. Donc, je suis convaincue que les préfets, dans la rencontre avec le lieutenant du Québec, vont certainement reparler de M30 parce que c'est vraiment un frein actuellement au développement social puis au développement économique là, du milieu. En tout cas, merci beaucoup, Diane, pour ces mises à jour de dossiers. Ben, ça me fait plaisir. Puis, on va certainement, Marc, se reparler parce que, comme on dit, la relation avec les États-Unis, le nouveau gouvernement a été élu. Ça va faire un mois lundi prochain. On le voit là, ce sont les montagnes russes. L'important, c'est que tout le monde travaille ensemble et je suis convaincue qu'on a le potentiel et tout ce qu'il faut pour passer à travers la tempête. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. Afin de commémorer le jour du souvenir, la Légion royale canadienne, filiale 203 de Chandler, en collaboration avec Tony Langlois, professeur d'histoire à la Polyvalente Mont-Seigneur-Sévigny, a mis en place le concours pour ne jamais oublier. Cette initiative vise à honorer la mémoire des anciens combattants et vétérans et vétéranes ayant participé au conflit armé, ainsi que ceux qui ne sont jamais revenus. Ce n'est pas la première fois que des vétérans rencontrent les élèves, mais afin de les encourager à s'impliquer dans cette cause, la Légion a choisi d'offrir des bourses pour favoriser leur participation. Henri Vachon nous explique l'origine du projet. On a été, c'est la troisième année qu'on va à Mont-Seigneur-Sévigny avec la classe de Tony. Puis tout le monde sont vraiment, les yeux sont ouverts, ils demandent des questions, puis on essaie de leur donner le maximum possible. En même temps, on a dit simple, je trouve. Et pourquoi on ne donnerait pas des bourses aux étudiants pour être capable d'embarquer dans ce concours-là et en même temps de faire des recherches pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée canadienne durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'Afghanistan, la Corée, etc., etc. On est oubliés la plupart des fois. Mais vous autres, vous êtes nos futurs. On n'en veut pas de guerre. On n'est pas tous des combattants. On est plutôt des combattants de la paix. Donc là, le projet était de faire ça. Pour sensibiliser les jeunes aux vétérans, Tony Langlois organisait déjà une activité avec eux lors du jour du souvenir. Il espère que ce concours deviendra un héritage durable pour la Légion et la Polyvalente. De toute façon, c'était quelque chose que je montais déjà chaque année, une célébration du jour du souvenir. Puis là, on est parti d'un concours national que Henri a carrément travaillé là, à la base. Puis ensuite de ça, on a travaillé ça en équipe avec M. Angléart aussi, avec d'autres collaborateurs à l'école. Puis on a mis sur pied ce concours-là, que j'espère que ça va être un legs qu'on va voir rester pour la Légion puis pour l'école Mont-Seigneur-Sévigny. Et qu'en ont pensé les participants? J'ai posé la question à leur professeur. Tony Langlois, lorsque vous avez proposé l'idée à vos étudiants, quelle a été leur réaction? Et je vous donne un choix de réponse. Mitigé, emballé,
On veut rien savoir ou ben non, pas trop sûr? Ah non, il est emballé, puis ils peuvent le dire. En fait, je les ai sondés, puis je les ai sondés il y a 3 ans. Là, évidemment, ces élèves-là sont rendus au poste secondaire ou sur le marché du travail, mais il était emballé par le fait de rencontrer des vraies personnes qui avaient fait les Forces armées canadiennes. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, on a quelqu'un des Forces armées canadiennes qui s'en vient dans mes classes de 5e secondaire. Fait que, puis pour le concours, ça a été la même chose. Fait que des fois, il y a certaines personnes qui se disaient « Ah, ben, je suis pas sûr que ça va fonctionner, c'est en dehors de l'école. » Mais les jeunes, il suffit de les motiver, puis ils embarquent pas mal dans tout ce vers quoi on va les emmener. Fait qu'on a quand même de très bons élèves à Monseigneur-Sévigny, puis ils étaient emballés, en fait, par ce concours-là. Tu sais. La participation témoigne. C'est un élève sur 4 qui a participé au concours. Fait que c'est quand même bien. Mathis Moreau-Kane, qui a remporté la 3e position, nous a présenté son dessin. Quand j'ai décidé de partir mon projet, je voulais commencer par mettre des aspects de la guerre sur ma feuille en bas. Que si je voulais mettre un soldat qui représente les anciens combattants, puis des aspects de la guerre comme des explosions, des barbelés, des tranchées, des soldats qui sont blessés. Puis en haut de la page, je voulais montrer la scolarisation, puis la paix qu'on vit aujourd'hui. Comme ça, je voulais montrer qu'à cause des anciens combattants, aujourd'hui, on peut vivre en paix. Chloé Cyr a présenté son dessin qui lui a permis d'obtenir la 2e position. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ancien soldat dans un champ de coquelicots. Puis, tu le vois pas de loin, mais il y a des drapeaux avec des anciennes armes, puis il y a la silhouette avec l'équipement. Ce qui m'a inspiré de faire cette toile-là, c'est que quand il y a eu la présentation, tout ce qu'ils ont dit, je me suis fié à ça en principal, tout ce qu'ils ont dit. Puis ensuite, ils nous ont montré tout comme des petites affaires, des artefacts, puis tout. Puis je me suis fié à ça aussi, comme les anciennes balles, puis tout ça. Puis Tony avait des journaux qu'il nous a donnés. Puis c'est ça qu'il va avoir en arrière. Et il nous a passé des journaux. J'ai pris les photos les plus importantes selon moi de ce journal-là, puis je les ai collées à l'arrière. Ça, c'est beau. Enfin, Elisabeth Michel a touché droit au cœur les vétérans avec son poème, ce qui lui a permis d'obtenir la 1re position. Elle en a fait la lecture. Dans le froid de toutes les tranchées, dans la terre mouillée, ils luttaient pour cette paix. Pendant que les bombes tombaient, la terre tremblait. Chaque matin, il y avait un espoir d'un jour sans guerre. Chaque soir, la trouille d'un futur solidaire. Dans leurs yeux brillait une flamme, avec un désir très profond d'arrêter cette grosse larme. De jeunes visages, mais de vieux rêves, portaient des espoirs et des peines voulant qu'elles s'achèvent. Ils portaient une âme marquée par la terreur, mais dans leur grand cœur brûlait une flamme d'enthousiasme. Ils combattaient dans la boue, dans la neige, sous la pluie, affrontant l'ennemi sans savoir si le jour viendrait. Les tranchées étaient profondes, les espoirs souvent faibles. Les coéquipiers tombaient, les désirs se faisaient ténèbres. Cette année, le concours a commencé lors du Jour du souvenir. L'année prochaine, le concours débutera dès le début de l'année scolaire pour une remise de prix au Jour du souvenir. C'était Georges Lambert de la Légion royale canadienne de Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553. La Ville vient de faire le lancement de son tout nouveau site web devant des citoyens. Avant de parler de ces nouveautés, c'était important de le lancer de cette façon-là? Bien, c'est sûr que c'est important. Nous, l'outil, le nouveau site web, il a été conçu en bonne partie en tenant compte de la politique familiale, la politique MADA.
Donc, nos gens, personnes âgées, nous avaient fait certaines remarques sur le site actuel. Donc, il y avait certaines informations qui étaient moins accessibles que d'autres. Donc, c'est une des raisons pourquoi que aujourd'hui, vous pouvez voir sur le nouveau site web là, des liens de rapidité qui vont être en mesure de... L'information qui est souvent demandée, il va être déjà directement sur la page. Puis, on a réussi là, à développer notre site web en 3 sections différentes. Donc, il parle plus ce qui concerne le volet plus là, administratif là, municipal, le volet plus communauté, loisirs, puis l'autre partie, tout ce qui concerne le développement économique. Puis, dans chacun des volets, ben, on est capable de toucher là, à chacune des sections là, dans lesquelles les gens vont être en mesure de trouver l'information plus facilement. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme nouveauté? Ben, la grande nouveauté, là, je vous dirais que c'est l'outil en ligne. C'est que dernièrement, là, on a acquis là, certaines applications qui vont nous permettre maintenant, les gens qui sont sur le marché de travail, puis qui veulent réserver soit des plages horaires au niveau des activités, ou participer à certains événements. Donc, il va y avoir possibilité là, d'aller directement sur en ligne, d'accéder au calendrier, puis de capable de voir de façon visuellement les places horaires qui est déjà réservées, puis les plages qui est disponibles. Souvent, il y a des gens qui appellent, puis comme vous le savez, là, souvent le vendredi après-midi, l'hôtel de ville s'est fermé, il y a des activités la fin de semaine, puis les gens ils veulent avoir un aperçu de savoir s'il y a des plages d'horaire, exemple, pour soit le hockey libre ou louer un gymnase. Donc, les gens vont pouvoir directement aller sur le site en tout temps, puis on est en mesure de pouvoir faire des dépôts de demandes qui va être analysé tout de suite par le personnel pendant les heures là, de travail. Donc, c'est encore un plus là, qui est offert à la communauté. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que les organismes sont invités à venir sur le site web pour pouvoir inscrire leurs activités et ça serait, les gens pourraient avoir accès après ça à la programmation de ce qui se passe dans la ville. Oui, c'est sûr, certain que nous, le site web, c'est un outil. C'est un outil de travail qui a été conçu et qui est disponible là, comme information à la population, mais il est interactif aussi avec la communauté, les organismes. Donc, il y a certaines sections dans lesquelles on va avoir besoin de la collaboration de nos organismes pour être en mesure qu'ils tiennent à jour leurs informations. Puis, s'il y a des activités qui puissent aussi les afficher, nous en faire part dans nos sections, exemple, d'événements au niveau de l'actualité. Puis, même dans le cadre du lancement, là, il a été mentionné, on a aussi des outils comme Momento, dans lesquels que c'est des bons moyens aussi pour diffuser un peu des activités au sein de municipalités. Donc, nous, c'est sûr, certain, c'est qu'on veut, c'est s'assurer que les organismes adhèrent là, maintenant à l'outil, qui s'assurent de l'utiliser pour transmettre leur information, puis qui prennent aussi l'habitude de pouvoir communiquer directement avec Brigitte Paradis, qui est responsable de la politique sportive et loisirs de la MRC Rocher-Percé, pour leur faire part de leurs activités, pour qu'elle puisse là, le transmettre là, via le même taux, pour mettre de l'avant l'ensemble des activités qui est disponible sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Donc, Monique Doucet, vous avez assisté à la présentation du nouveau site web. À voir vos réactions, j'ai l'impression que le site web répond beaucoup à vos attentes. Oui, pas juste à moi, je pense à l'ensemble de la population. Ce que je trouve intéressant, c'est que premièrement, il est très intuitif, il est très bien structuré. Et ce qui est pertinent, c'est ce qui m'intéresse le plus à moi, c'est au niveau de municipalité où on y retrouve les procès-verbaux, l'ordre du jour, tous les règlements. Ce que j'aime aussi, quand je dis il est intuitif, il est structuré dans 3 volets. Tout ce qui concerne la municipalité au niveau administratif,
Le volet central, c'est lui que je suis le plus attirée, c'est les loisirs et la communauté, où on peut retrouver plein d'organismes dans le milieu qui font des activités, puis qu'on peut être au courant des dates, des calendriers. Et le dernier volet, qui est d'ordre général, où on a des accès, des raccourcis, des liens rapides. Puis, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est le routeur de recherche. De façon intuitive, on lance, je sais pas, mon procès-verbal. Automatiquement, il nous amène dans le volet de la municipalité qui est au niveau démocratie. Fait que non, ça me convient. Puis c'est sûr que moi, j'ai une attraction, je suis plus intéressée à ce qui concerne l'aspect politique MADA, où il y a les salons MADA. Tous les liens avec un groupe de 35 participantes depuis 3 ans qu'on fait avec le numérique à la Bibliothèque de Grande-Rivière. C'est depuis 2022. On a mis des liens, là, comme tu perds ta carte d'assurance maladie, ben tu vas là, tu vas avoir où aller la renouveler. T'as une question pour tes médicaments, tu y vas, il y a un lien pour ça. Fait que non, ils ont respecté toutes nos demandes. Vraiment, on a participé puis on est content. Ils ont bien réussi le travail. Ah oui, c'est une réussite. Mais je pense que pour que ça devienne un succès vivant, on a un devoir collectif au niveau de la population. C'est que lorsqu'on est assis à la maison, ben qu'on installe la page web de la ville sur notre ordi, sur notre cell ou notre tablette, puis de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que dans pas longtemps, ils vont nous rendre accessible. On va pouvoir s'inscrire, s'abonner à la page web. Puis lorsqu'un organisme va publiciser quelque chose ou la ville va changer un règlement, ben en étant inscrit, on va recevoir un courriel, puis on va se garder à jour sans se déplacer. Donc, on n'a plus besoin d'aller sur Facebook, puis on n'a plus besoin de travailler avec Messenger. On est avec la page web. Une seule place pour tout savoir. Exact. En plein ça se résume comme ça et je suis contente. On est rendu là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui pourrait être, qui manque, puis qui mériterait d'avoir sa place? Bien, comme j'ai dit à la période de questions, de rajouter le fameux lien de la page web de la télévision communautaire, parce que souvent, on a des soupers de famille, puis on est capable d'aller sur le lien de la page web communautaire et de revoir des anciennes émissions. Il y a des gens qui n'existent plus, qui sont décédés, mais on peut les revoir là-dessus. C'est j'aime bien ça. Aussi, vous avez fait faire, vous appelez ça un roll-up, là. On est à côté, là. Une bannière promotionnelle, là. C'est que, en gros, étant donné qu'on faisait notre lancement d'un site web, puis que souvent la Ville de Grande-Rivière participe là, à certaines activités dans lesquelles on voulait avoir un outil promotionnel de la Ville. Donc, pourquoi pas se faire faire là, un roll-up, mettons, là, une bannière là, publicitaire. Donc, comme on peut le voir, là, on a voulu là, personnaliser un peu le roll-up. Comme tu peux voir, là, nous, ce qui est important, on a mis là, l'image de l'église de Grande-Rivière. En bas, on va avoir le site de la ville, villegrandevière.ca, pour permettre aux gens là, d'aller directement sur le site pour consulter l'ensemble là, du contenu sur notre site web. Puis nous, la Ville de Grande-Rivière, il y a 3 termes dans lesquels qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de travailler pour faire en sorte qu'éventuellement la ville soit considérée comme une ville accueillante, attrayante et ainsi innovante. Donc, quand on parle au niveau de l'innovation, éventuellement, il va y avoir l'ouverture du hub d'innovation. On a l'école des pêches. Donc, il y a beaucoup de choses qui concernent au niveau de l'innovation. Puis, on est une ville, là, que je vous dirais, très précurseur souvent. Exemple, comme la piste de l'athlétisme là, ici à Grande-Rivière. Mais on ne se le cachera pas. Là, on peut dire que dans l'Est du Québec, c'est une des plus belles pistes. Donc, on essaie toujours là, de mettre de l'avant qu'est-ce qui distingue la municipalité. Puis, on travaille toujours là, sur le fait. On veut s'assurer que la ville soit accueillante, attrayante et innovante. Donc, je pense que le roll-up, là, visuellement,
dans un simple coup d'œil, on vient assez bien décrire un peu les axes qu'on veut se doter pour la ville de Grande-Vière. Et vous le mettez en plus à la disposition des organismes qui pourraient en avoir besoin pour leurs activités. Oui, bien c'est ça, c'est que ce soit là, le MADA, que ce soit au niveau de la politique familiale, des fois, il y a des participations à certaines activités, puis que les comités, ils n'ont pas nécessairement tous les outils promotionnels là, pour faire la promotion. Donc, nous, là, ça va nous faire plaisir que de passer là, notre bannière là, publicitaire, le roll-out, pour permettre aux gens de l'apporter puis de mettre de l'avant la ville de Grande-Vière. Donc, c'était un peu une demande qui nous avait été faite aussi. Donc, nous, c'est sûr, certain que tout organisme à la ville de Grande-Vière qui fait la demande, ça va nous faire plaisir là, de le prêter pour promouvoir ce genre d'événement. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles lance un centre d'appel au campus de Gaspé dans le cadre de son nouveau programme Technique de travail social. Depuis le 3 février, des étudiants en deuxième session y effectuent un stage d'initiation à l'intervention individuelle auprès des aînés de la région. En partenariat avec les centres d'action bénévoles, le Haut-Banc et les Hauts-Bois, les stagiaires réalisent des appels réguliers aux aînés, inspirés des visites d'amitié. Le projet inclut aussi la participation du CISSS de la Côte de Gaspé et une rencontre en présentiel marquera la fin du stage. La MRC de Bonaventure a signé une entente sectorielle pour soutenir la construction de logements locatifs résidentiels. Ce programme, initié par la table des préfets, prévoyait une aide de 10 000 $ par logement, avec un budget de 200 000 $ par MRC. Toutefois, l'investissement a été plus lent dans certaines régions, comme Avignon et Bonaventure, tandis que d'autres projets peinent à démarrer, malgré des fonds engagés avant le 31 mars. Pour éviter de perdre ces financements, une entente spécifique à la Gaspésie a été élaborée, en collaboration avec le MAMH, selon le préfet Éric Dubé. L'entreprise Ocean Riot, en collaboration avec le CIDCO de Rimouski, développe un drone sous-marin équipé d'intelligence artificielle pour cartographier les fonds marins jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ressemblant à une torpille jaune, cet appareil capture des images sous-marines, analysées ensuite par des algorithmes capables d'identifier des milliers d'espèces et d'extraire des tendances. Cette technologie permet d'évaluer les biomasses, de mesurer les individus et d'identifier les habitats clés, notamment pour la pêche aux oursins verts. Déjà testé sur plusieurs espèces, le projet suscite l'intérêt de Pêche et Océan Canada et des pêcheurs gaspésiens pour optimiser la gestion des ressources. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles investit 150 000 $ pour moderniser la salle d'entraînement du pavillon des sports Marcel Bugeaud, à Gaspé. Ce projet inclut le remplacement et l'ajout d'équipements sélectionnés en concertation avec le personnel enseignant et les usagers, répondant aux besoins des équipes sportives du Bleu Marin, du club de natation Les Barracudas et du grand public. L'initiative, soutenue par la MRC de la Côte de Gaspé, vise à offrir un espace plus adapté et accessible à la communauté, soulignant l'importance de la salle pour les citoyens de Gaspé qui l'utilisent régulièrement pour rester actifs. « 20 nouvelles infirmières, en provenance du Maroc, du Congo,
et d'Haïti sont arrivés en Gaspésie pour renforcer les équipes du CISSS, confrontées à une pénurie de personnel. Avant d'exercer, elles suivront une formation d'1 an au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Réparties entre Gaspé et Maria, elles rejoignent une 60aine d'infirmières déjà recrutées lors des précédentes cohortes. Bien que des cas de racisme aient été signalés, le CISSS affirme appliquer une tolérance zéro et sensibiliser son personnel. Pour l'instant, une 4e cohorte n'est pas prévue, en attente des directives du ministère de l'Immigration et de la Francisation. En préparation du 6e Congrès international sur les aires marines protégées, IMPAC6, qui se tiendra au Sénégal en 2027, Gaspé accueillera des scientifiques et étudiants du monde entier pour des activités sur la protection des écosystèmes marins. Affaires mondiales Canada accorde 1,5 million de dollars au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour organiser ces événements. Grâce à son expertise développée au Sénégal, le Cégep mènera des recherches dont les résultats seront présentés au Congrès, avec l'espoir que les avancées en matière de gestion durable des milieux marins puissent aussi bénéficier à la Gaspésie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Je me présente, Henri Vachon, Henri avec un I, président de la Légion royale canadienne de Chandler. OK? Donc, on est ici aujourd'hui tout simplement parce que on a eu une idée formidable, OK? Le comité de la Légion, et avec le professeur d'histoire Tony Langlois, ceux-là qui ne le connaissent pas. Toujours en retard, mais c'est pas grave. J'ai le droit d'en vivre si je compte de même. Ah, c'est correct. Ça. OK. Pourquoi? On a décidé de vouloir donner des bourses pour approcher les étudiants ou la jeunesse avec nous autres. Il y en a en masse qui disent « Ah, c'est quoi ces vétérans-là, ces anciens combattants-là, c'est quoi qu'ils font et quoi que ce soit. » On a été, c'est la 3e année qu'on va à Monseigneur Sévigny avec la classe de Tony. Puis tout le monde, ils sont vraiment... Les yeux sont ouverts, ils demandent des questions, puis on essaie de leur donner le maximum possible. En même temps, on a dit simple, je trouve. Et pourquoi on ne donnerait pas des bourses aux étudiants pour être capable d'embarquer dans ce concours-là et en même temps de faire des recherches pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée canadienne durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'Afghanistan, la Corée, etc., etc. On est oubliés la plupart des fois. Mais vous autres, vous êtes nos futurs. On n'en veut pas de guerre. On n'est pas tous des combattants. On est plutôt des combattants de la paix. Donc là, le projet était de faire ça. Donc tantôt, on va nommer la première place, la deuxième place, la troisième place. Ce qu'on voudrait dans ces élèves-là, ou les étudiants, c'est de dire pourquoi ils ont fait ça et c'est quoi ça va les rapporter. Tony, à toi. Ben, tout d'abord, merci. Puis, vraiment, c'est un grand honneur pour moi de travailler en collaboration avec les gens de la Légion, avec Henri. Alors, Henri, il y a 3 ans, il nous a approchés il voulait rapprocher la Légion des jeunes de l'école. Je trouvais ça tellement merveilleux. De toute façon, c'était quelque chose que je montais déjà chaque année, une célébration du jour du souvenir. Puis là, on est parti d'un concours national que Henri a carrément travaillé là, à la base. Puis ensuite de ça, on a travaillé ça en équipe avec M. Angléat aussi, avec d'autres collaborateurs à l'école. Puis on a mis sur pied ce concours-là, que j'espère ça va être un leg qu'on va voir rester pour la Légion puis pour l'école Monseigneur Sévigny. Fait que cette année, c'est la première édition du concours.
On a commencé cette année lors du jour du souvenir. Alors, des anciens combattants, dont j'en vois plusieurs ici, sont venus nous rendre visite à l'école. Puis on a présenté le concours aux élèves. Il y a eu quand même un très bon taux de participation, considérant que 11 élèves ont participé sur à peu près une quarantaine en secondaire 4, pour ceux qui avaient le droit d'y participer. Alors, on a réservé ça aux élèves de 4e secondaire. Puis on a eu vraiment une belle participation, des belles œuvres. Ça a été difficile de déterminer un gagnant. Puis l'an prochain, on a décidé de commencer ça dès le début de l'année, puis de remettre les prix lors de la journée commémorative du souvenir. Fait qu'on a des belles jeunesses en avant de nous autres. Puis bien content, moi, que ce concours-là ait lieu. Puis pour le reste, je vais te laisser la parole, Henri. Alors, merci beaucoup de nous livrer vos expériences. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Les jeunes en parlent suite à chacune des rencontres que vous avez faites les 3 dernières années. Les jeunes aiment ça. Ça rend concret ce qu'on leur enseigne en classe. Ils ont des gens vivants qui viennent leur parler de leur expérience. Tu peux parler de comment est-ce que vous avez fait la sélection? Comment est-ce qu'elle a été faite? Ah oui, bien la sélection a été faite vraiment par un comité. Alors, il y avait on était l'enseignant d'art plastique. Il y avait moi, il y avait la directrice d'école, Mme Poirier, qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui. Il y avait l'enseignante de français, Mme Lebrasseur, et 3 représentants de la Légion canadienne, dont M. Vachon, M. Angléaire, puis M. le caméraman. Puis ça n'a pas été facile le choix, mais quand même, je veux dire, il y a quand même eu des œuvres qui se sont démarquées. Puis on a laissé plus place, je pense, aux gens de la Légion qui, justement, ont vécu, eux, c'est des forces armées canadiennes. Alors je pense qu'ils ont été très touchés par les œuvres que les jeunes ont faites. Merci, Tony. Ça fait plaisir. Donc, en bout de tout ça, sur les 11, on a 3 gagnants, ou 3 lauréats, OK? La 3e place, la 2e place et la 1re. Donc, je vais appeler pour la 3e place. On va lui donner une bourse ou un montant d'argent de 125 $, OK? Donc, Mathias, s'il vous plaît. Baptiste. Excuse. Il va expliquer pourquoi. Là, je vais le mettre sur l'écran. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Mathis Moreau, puis je voulais présenter mon œuvre. Là, quand j'ai décidé de partir mon projet, je voulais commencer par mettre des aspects de la guerre sur ma feuille en bas. Si je voulais mettre un soldat qui représente les anciens combattants, puis des aspects de la guerre comme des explosions, des barbelés, des trachées, des soldats qui sont blessés. Puis en haut de la page, je voulais montrer la scolarisation, puis la paix qu'on vit aujourd'hui. Comme ça, je voulais montrer que à cause des anciens combattants, aujourd'hui, on peut vivre en paix. Ben, bravo. Merci. Si vraiment des photos à prendre, ça serait apprécié, donc ça fait un bon souvenir. Puis après ça, ceux-là qui l'ont, parce que j'ai pas personne qui prend des photos pour nous autres à la Légion. J'aimerais ça que vous êtes capable d'envoyer ces photos-là à la filiale de 203 sur Facebook. OK, Légion canadienne. Compte sur moi, Henri, j'ai envoyé des gens en mission. Maurice, s'il vous plaît, veux-tu décerner la 3e place? Peut-être une petite photo avec la mère, poignée de main. Poignée de main, Mathis? Non, mais... De l'argent comptant. Tourne par là. Ça pourrait être de l'argent blanchi. Mathis, donne la main. C'est bon. Merci, Mathis. OK. La 2e, c'est Chloé. Chloé Cyr, s'il vous plaît. OK, Chloé, elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ça ici. OK? Vas-y, Chloé. Puis n'oublie pas le verso, Chloé. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ancien soldat dans un champ de coquelicots. Puis, tu le vois pas de loin, mais il y a des drapeaux avec des anciennes armes, puis il y a la silhouette avec l'équipement. Ce qui m'a inspiré de faire cette toile-là, c'est que quand il y a eu la présentation
tout ce qu'ils ont dit, je me suis fiée à ça en principal, tout ce qu'ils ont dit. Puis ensuite, ils nous ont montré tout comme des petites affaires, des artefacts, puis tout. Puis je me suis fiée à ça aussi, comme les anciennes balles, puis tout ça. Puis Tony avait des journaux qu'il nous a donnés. Puis c'est ça qu'il va avoir en arrière. Et il nous a passé des journaux. J'ai pris les photos les plus importantes selon moi de ce journal-là, puis je les ai collées à l'arrière. Ah, ça c'est beau. Et la force. Peux-tu expliquer qu'est-ce que représentent tes coquelicots, comme tu nous l'avais dit? Parce que dans le fond, il n'y a qu'un seul soldat, mais il y a une image forte. Dans le fond, chaque coquelicot représente une personne qui est morte sur le champ de bataille qui se trouve là. Chaque coquelicot est une seule personne. Sauf qu'il y a juste une tombe. Mais il y en a plusieurs. C'est bon. Tony? On va y remettre un montant de 175 $. OK? Merci beaucoup, Chloé. C'est excellent. Tu as des photos? Oui, si. C'est bon. Merci beaucoup. Non. OK. Ensuite de ça, en réalité, il y en a qui vont être affichés, OK, à la Légion. Donc, on va faire un montage, OK? Donc, on va travailler là-dessus. La première place, il n'y a pas de photo, il n'y a pas rien, mais ça nous a poigné, nous autres, les vétérans, vraiment à la place qu'il faut, OK? Donc, je demanderai à Elisabeth, s'il vous plaît, de venir. Donc, Elisabeth a écrit un poème. Je l'ai lu ce matin, OK, durant notre déjeuner. Il y en a qui ont eu des frissons. Puis ça, c'est vraiment... C'est ça qui a fait le choix. Pourquoi? Pas à cause des frissons. C'est qu'on se voyait dans les tranchées, on voyait dans les barbelés, on se voyait dans la neige, on se voyait en train de geler. OK? Puis ça, ben, ça nous a marqué. Vas-y. Veux-tu le lire? J'aimerais ça. Avec l'intonation, tout ce qui va avec. Dans le froid de toutes les tranchées, dans la terre mouillée, ils luttaient pour cette paix. Pendant que les bombes tombaient, la terre tremblait. Chaque matin, il y avait un espoir d'un jour sans guerre. Chaque soir, la trouille d'un futur solidaire. Dans leurs yeux brillait une flamme, avec un désir très profond d'arrêter cette grosse larme. De jeunes visages, mais de vieux rêves, portaient des espoirs et des peines voulant qu'elles s'achèvent. Ils portaient une âme marquée par la terreur, mais dans leur grand cœur brûlait une flamme d'enthousiasme. Ils combattaient dans la boue, dans la neige, sous la pluie, affrontant l'ennemi sans savoir si le jour viendrait. Les tranchées étaient profondes, les espoirs souvent faibles. Les coéquipiers tombaient, les désirs se faisaient ténèbres. L'espoir, même petit, restait dans le cœur. Ils ne se battaient pas juste pour eux, mais pour l'honneur. Ils ont connu la souffrance, la faim et la peur. Cependant, la détermination était plus forte que la douleur. Chacune des vies fut une lutte pour avoir la paix. Ceci est un sacrifice qui a marqué le monde à jamais. Les marques de la guerre sont restées visibles et aussi secrètes, mais leur bravoure et leur volonté n'arrêteront pas de trotter dans nos têtes. Aujourd'hui, on se souvient des jeunes, des plus âgés, des braves, de ceux qui ont combattu et qui ont tous des souvenirs graves. La Première Guerre mondiale, quand même bien derrière, n'oublie jamais eux, ceux qui ont donné leur terre, leur chair. N'oublie jamais ceux qui ont donné leur chair. Leurs noms vont rester gravés dans l'histoire, comme un rappel de la valeur de la paix, du courage et de l'espoir. Au fil du temps, dans le souffle de ce vent, les combattants vivent éternels dans le cœur des vivants. Bravo. C'est correct là-dessus? L'inspiration que j'ai eue en faisant ce poème, je l'ai eue en me mettant à la place des anciens militants et combattants.
En trouvant des aspects marquants et touchants, pendant mes recherches, j'ai combiné plusieurs mots-clés ensemble avec la même terminaison. C'est excellent, Chloé. C'est parfait, hein? Elisabeth, excuse-moi. C'est avec l'âge, OK? Donc, c'est ça qui arrive. Donc là, à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est demandé une question. Est-ce qu'un de tes grands-pères qui a fait la première guerre ou la deuxième? Parce que vraiment, c'est des affaires qui nous chercher. Donc, puis ça, ben, je te félicite là-dessus. C'est très bien. Donc, pour ça, on te donne un montant de 200 $. OK? Merci. OK, ça marche? Merci beaucoup. Tu as un nom? Non. OK, parfait. C'est bon. OK, donc les 3 lauréats, venez-vous-en ici. Ah, c'est comme vous voulez, ça. Vous pouvez le mettre tout de suite dans vos poches. Maurice, Tony. Juste toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à remercier Tony là-dessus parce que Tony me faisait penser à un de mes... Tony me fait penser à un de mes anciens professeurs d'école, OK? Quand j'étais en 8e année, parce que les secondaires n'existaient pas dans le temps, lui, il m'a imprégné de l'histoire. Puis je l'ai compris, puis j'étais vraiment attractif là-dedans, puis aujourd'hui, je suis encore un mordu de l'histoire. Je pense à la même chose pour vous autres avec Tony. Il est capable de vous vendre l'histoire, mais d'une façon facilement compréhensible. Ça, c'est excellent. Quelqu'un qui peut faire ça, là, c'est... il vous a. Je tiens à remercier aussi vos parents. OK? Parce que ils vous ont inculqué quelque chose. Là, vous êtes au secondaire 4, je pense, c'est bien ça. Puis là, à un moment donné, tranquillement, la vie, elle va changer. Mais si vous gardez la même attitude, ces affaires-là, je trouve qu'on va pouvoir aller loin. Donc, la Légion, encore une fois, vous en remercie. On va vouloir continuer ce même processus-là à toutes les années. Donc, merci encore d'être venu cet après-midi. Merci.